La secrétaire générale. Nationale, pardon. Donc nous allons passer aux questions individuelles. Je vous rappelle, 1 minute pour la question. Il y en a 8. J'ai 8 inscrits à ce stade. Donc on va faire la série de 8 et vous répondrez collectivement, avec le temps que vous voulez, à l'ensemble des 8 questions. On commence par Patrice Martin. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mesdames les secrétaires. Comme vous le savez, ces dernières années, les agriculteurs, en particulier ceux des petites et moyennes exploitations, subissent une concurrence accrue due à l'importation des produits dans le cadre des divers accords de libre-échange, tels que le CETA ou l'accord avec la Nouvelle-Zélande. Mais ce qui nous inquiète profondément, ce qui inquiète profondément la profession aujourd'hui, c'est la perspective d'un accord avec du Mercosur qui, s'il devait être conclu sans le plein consentement de la France, risquerait d'aggraver encore la pression sur notre agriculture. Par ailleurs, nous nous apprêtons à entrer dans une phase de préparation de la post-PAC 2027 qui déterminera de façon décisive l'avenir de nos exploitations. Dans ce projet porté par un manifeste stratégique signé par 29 organisations syndicales, ONG et autres parties prenantes, il est question de réorganiser la PAC vers des services environnementaux et de réduire de manière significative l'usage des herbicides. Or, cette réduction pourrait avoir un impact dévastateur sur la qualité des céréales, notamment du blé panifiable, et donc de la compétitivité de notre agriculture. Quelle est la position de la Confédération paysanne sur ce sujet? Merci. Jean-Luc Fugit. Ah, c'est bon, il fonctionne. Merci, Monsieur le Président. Alors, je ne vais pas revenir sur les questions de crise sanitaire, d'autant que je vous ai auditionné la semaine dernière dans le cadre de mon rapport pour avis donc, sur la question budgétaire. Simplement, il y a trois petits sujets sur lesquels je voudrais revenir. Sur la question de l'énergie, je voudrais avoir des précisions sur votre vision donc, de l'agrivoltaïsme et de la méthanisation. Vous l'avez évoqué de manière très, très furtive. Et moi, je pense que ce sont des techniques de production d'énergie qui permettent aussi de rendre des services à l'agriculture. Et donc, j'aimerais avoir votre vision pour, me semble-t-il, qu'on puisse clarifier devant notre commission comment vous voyez les choses. Un point aussi rapide, j'aimerais connaître votre positionnement par rapport à la technique de l'agriculture de conservation des sols, qui me semble, elle aussi, être particulièrement vertueuse, et notamment pour limiter les usages d'énergie fossile avec nos tracteurs, puisqu'on réduit quand même fortement le travail. Et enfin, sur le plan ambition bio, tout à l'heure vous avez évoqué le bio, mais il y a un plan ambition bio qui a été lancé en avril dernier. Est-ce qu'il passe à côté de sa cible ? Qu'est-ce que vous en pensez, notamment en matière de moyens qui sont fournis pour augmenter les surfaces agricoles utiles et dédiées au bio? Merci. Pour Laurent Alexandre. Merci, Monsieur le Président. Merci aux représentantes de la Confédération paysanne. La propagation de maladies qui touchent les bêtes d'élevage, comme la fièvre catarrhale ovine, provoque une crise agricole importante et l'inquiétude de nombreux éleveurs, comme on le disait tout à l'heure, y compris dans mon département de l'Aveyron. Elle s'ajoute aux dégâts provoqués par l'importation de viande néo-zélandaise à bas prix et une dérégulation des marchés soutenue par la Commission européenne et le gouvernement Macron. Ce dogme du libre-échange favorise également la diffusion des foyers infectieux. Nous sommes nombreux à considérer la réponse de l'État comme insuffisante. Parmi les propositions des députés LFI et NFP, il y a entre autres permettre l'accès et la prise en charge à 100% des vaccins et accélérer la recherche sur les maladies virales. Ma question sera donc double. Considérez-vous que la réponse de l'État est adaptée et à la mesure de l'urgence? Et quelles nouvelles mesures vous paraissent prioritaires pour conjurer cette crise? Je vous remercie. Je vous remercie. Mélanie Thomas. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les secrétaires générales, quand nous vivons des calamités climatiques, une crise sanitaire dans les élevages, nous le savons, ce sont les agriculteurs en première ligne qui en pâtissent parce qu'ils perdent leurs revenus ou parce qu'ils sont fragilisés dans leurs revenus de par la perte d'exploitation. Depuis le projet de loi pour le plein emploi, ces agriculteurs qui travaillent dur sont pourtant inscrits automatiquement comme demandeurs d'emploi auprès de France Travail, ce qui revient à nier leur activité.
Ces heures d'activité exigées par France Travail, 15 heures, sont incompatibles avec leur travail agricole. Les exemples dans le Finistère sont récurrents et concrets, en particulier post-tempête Ciarán, où de nombreux agriculteurs, alors qu'ils sont installés, vont pointer à France Travail sous la contrainte. Je voulais connaître votre regard sur cette aberration administrative. Je vous remercie. Je vous remercie. Monsieur Julien Dive. Merci, Monsieur le Président. En fait, Madame la secrétaire générale, je réagis parce que vous avez confondu deux choses. Le seuil de revente à perte, le SRP, et le prix minimum garanti, ce qui n'est absolument pas la même chose. Et je ne peux pas laisser considérer que le législateur laisserait volontairement la possibilité en agriculture de vendre à perte, en tout cas de vendre sous ce seuil de revente à perte, puisqu'il y a des filières qui l'ont demandé en réalité. Il y a des filières, et vous le savez, pour des raisons de saisonnalité ou de péremption des produits, qui ont demandé à pouvoir laisser pour elles la possibilité de vendre à perte, ce qui n'est pas le cas pour toutes, puisque le législateur s'est emparé de la question dans différentes lois EGalim au travers de la préservation de la matière première agricole et du prix de cette matière première agricole, ce qui m'amène à vous poser une question et votre avis sur les négociations commerciales et la question du SRP plus 10, du fameux seuil de revente à perte plus 10, qui avait été prorogé par les députés, par les parlementaires, et qui arrive à terme en printemps 2025. Merci, cher collègue. Monsieur Boris Tavernier. Oui, je voudrais profiter de cette audition pour revenir sur la SSA, la sécurité sociale de l'alimentation, évoquée par mon voisin Richard Ramos. La SSA est une proposition défendue par des citoyens, des chercheurs et diverses organisations agricoles comme les CIVAM et votre syndicat, la Confédération paysanne. La SSA vise l'extension du régime de sécurité sociale à l'alimentation. À l'image de ce qui existe en matière de santé avec la carte vitale, la SSA pourrait prendre la forme d'une carte distribuée à tous les citoyens et sur laquelle serait créditée chaque mois une somme, par exemple 150 €, permettant de réaliser des achats alimentaires dans les lieux de distribution conventionnés. La SSA permettrait donc de sanctuariser un budget alimentaire incompressible, perspective intéressante dans la mesure où l'alimentation sert souvent de variable d'ajustement. Ainsi, vous l'avez dit tout à l'heure, la sécurité sociale de l'alimentation répond pour les citoyens à des attentes sociétales fortes en matière d'accès à l'alimentation, mais qu'en est-il pour la profession agricole? En quoi la proposition de sécurité sociale de l'alimentation pourrait répondre aux attentes des agriculteurs et agricultrices de ce pays? Je vous remercie. Je vous remercie. Madame Mathilde Igné. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames. Je voudrais vous interroger sur le dysfonctionnement concernant l'attribution des terres agricoles. On constate qu'il y a des porteurs de projets qui souhaitent s'installer et qui sont mis en concurrence avec des agriculteurs qui, eux, souhaitent agrandir leurs fermes. Et de fait, parce que parfois, ils ont aussi plus de moyens. Je prends pour exemple un article qui est sorti dans Ouest France ce matin, dans lequel on apprend que la SAFER 49 du Maine-et-Loire a retoqué un projet d'installation donc en vache allaitante, production de céréales et légumes, qui était porté par 4 personnes et soutenu par 270 citoyens. Et donc, au lieu de ça, les terres ont été attribuées à des agriculteurs du secteur qui sont déjà installés. Et ces terres, elles partent donc à l'agrandissement au lieu de permettre la création d'une nouvelle exploitation. Pourtant, le SDREA, donc le schéma directeur régional des exploitations agricoles, fixe une priorité d'attribution des terres qui est l'installation de jeunes. Et je sais qu'à l'occasion du SPACE de Rennes, vous avez interpellé le ministère de l'Agriculture pour demander une politique foncière au service de l'installation de transmission. Donc je voulais savoir déjà si vous avez été invité à rencontrer la nouvelle ministre de l'Agriculture et quelles sont vos principales propositions pour remédier aux difficultés d'accès au foncier. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Monsieur Benoît Biteau. Merci, Monsieur le Président. Je vais faire des sauts de cabri parce que je suis éleveur de chèvres, André, et je vais encore parler de PAC en ancien député européen. Je veux revenir sur la PAC pour 2 raisons. D'abord, rassurer mes collègues qui sont plutôt localisés dans ce coin là-bas. L'agriculture paysanne, familiale et agroécologique n'est pas une menace pour la souveraineté alimentaire. La donnée européenne, c'est que 12% des surfaces aujourd'hui sont conduites via les pratiques paysannes, familiales et agroécologiques, et ces 12% de surface produisent 32%
de la production de la ferme Europe. Donc il n'y a pas d'antagonisme entre une agriculture paysanne et une agriculture qui soutient la souveraineté alimentaire. C'était utile de le repréciser. Le deuxième sujet, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, mais je voulais que tu reviennes là-dessus, Sylvie, c'est justement parce qu'on a ce constat-là, comment est-ce qu'on oriente la PAC vers davantage d'aide à l'actif et non pas aux surfaces, de manière à soutenir cette agriculture familiale, paysanne et agroécologique. Merci, cher député. Monsieur André Chassaigne. C'est une question, mais c'est en même temps un témoignage, quelque chose qui, je le dis, qui me tracasse, c'est cette fracture que l'on a dans le monde paysan sur la question de l'eau. Et ça, sur nos territoires, c'est quelque chose de gravissime. D'un côté, des agriculteurs qui ont fait des choix, on leur demande de changer brutalement leur type de production, ils sont pris à la gorge, qui s'accrochent parce qu'ils ont des solutions urgentes à trouver, et quelquefois, ces solutions sont sous la forme de bassines. De l'autre côté, des agriculteurs, des paysans, et des mouvements environnementaux, des organisations politiques qui portent un sujet différent. Et derrière tout ça, il y a l'absence de l'État qui a laissé faire, il n'y a pas eu une responsabilité qui a été assumée, et je suis pour ma part désespéré qu'il y ait une telle fracturation dans le monde agricole. Comment on pourrait faire pour essayer d'aller sur un chemin qui serait un chemin plus consensuel? Merci, monsieur le député. Aurélie Trouvé. Merci, Monsieur le Président. Et merci donc aux responsables de la Confédération paysanne pour cette audition. J'aurais une question, moi, sur les produits bio et plus globalement, d'ailleurs, sur les produits sous signe de qualité, parce que les deux, en réalité, sont en difficulté. Donc, même s'il y a une légère embellie, on le sait, dans les magasins bio, en réalité, la demande reste à tonnes, y compris dans les supermarchés. Surtout, on a des prix qui sont encore au plus bas. Vous le savez, en lait, par exemple, le prix du lait bio est inférieur au prix du lait standard. C'est juste hallucinant. Bon. C'est pas seulement parce que les Français n'aiment plus le bio, c'est pas ça qui se passe. En réalité, toutes les enquêtes montrent que c'est un problème de pouvoir d'achat, tout simplement parce qu'il a fortement diminué. Et malheureusement, c'est notamment dans les classes moyennes que ce décrochage se fait, faute de moyens des consommateurs. Alors, je ne répéterai pas tous les bienfaits du bio, simplement je noterai qu'on a supprimé les aides au maintien en bio il y a 6 ans, que les aides PAC sont déconnectées des services environnementaux rendus, qu'il n'y a pas de respect des Galim et de la part de bio dans la Restauco, et qu'il n'y a pas eu les aides d'urgence nécessaires dans le projet de loi de finances. Donc, quelles exigences de votre part pour qu'on ait réellement un maintien du bio, sachant, je le rappelle, qu'il y a 10% des agriculteurs bio qui ont disparu en 2 ans, et c'est une catastrophe. Merci, madame la députée. Madame Valérie Rossi. Monsieur le Président, merci. Mesdames les secrétaires nationales et générales, merci de vos témoignages. Nous avons longuement évoqué les épizooties qui ravagent nos élevages avec les conséquences économiques et psychologiques dramatiques pour nos agriculteurs. Un nouveau sérotype FCO-BTV3 en provenance de l'Europe du Nord est en plein développement dans notre pays. Aussi, disposons-nous des données de la part des Pays-Bas qui a un recul de 1 an et qui permettrait de mieux affronter l'épidémie chez nous? Par ailleurs, au-delà des dysfonctionnements avérés en matière de vaccination, avons-nous donné suffisamment de moyens publics, notamment à l'INRAE, pour analyser les crises précédentes et mieux prévenir les prochaines? Merci. Merci, madame la députée. Monsieur Mathias Tavel. Merci, Monsieur le Président. Mesdames les responsables de la Confédération paysanne, je voulais revenir sur la question du libre-échange et singulièrement de la conclusion potentielle d'un accord avec le Mercosur, qui est toujours sur les tablettes et qui est annoncé pour cet automne. On a évoqué, par exemple, en matière de volaille, qu'un poulet sur 2 était déjà importé dans notre pays. Le projet d'accord sur le Mercosur ressemble beaucoup à un accord d'exportation de véhicules produits en Allemagne en échange de produits alimentaires et agricoles importés du Mercosur. Pour notre part, nous considérons que c'est un mauvais projet qui va augmenter les gaz à effet de serre et pousser à un modèle agricole productiviste qui est contraire à tout ce que vous avez dit sur le climat, la prévention des épidémies, la rémunération des agriculteurs. Et je voulais savoir quelle était votre position et surtout quelle était la position que vous attendiez que le gouvernement français tienne au niveau européen. Pour notre part, nous demandons qu'il s'y oppose purement et simplement, sans illusion sur les clauses miroirs.
Merci, monsieur le député. On passe à la dernière question individuelle de Dominique Potier. Merci, monsieur le président. Merci, mesdames, pour notre dialogue. Et je vais complètement dans le sens de ce que André Chassaigne a développé comme éloge de la prophylaxie. On aura un facteur limitant, c'est la présence vétérinaire sur nos territoires. Elle relevait aujourd'hui du libre arbitre et du marché. On a des carences, on a des rachats de cliniques par des fonds d'investissement et une déshérence un petit peu sur la médecine rurale. Et c'est un vrai sujet demain pour une politique de prophylaxie. On a fait face à d'autres épizooties par le passé, on les a dominés, mais avec une armature qui n'est plus présente aujourd'hui. Donc c'est un vrai sujet public dont notre commission devrait se saisir. Ma question pratique à la Confédération paysanne, elle porte sur le bon calendrier pour une loi foncière. C'est la politique mère pour l'agroécologie et pour le renouvellement des générations, nous le partageons. Est-ce que c'est dans la LOA version 2 ? Est-ce que c'est dans une loi dédiée ? Quelle est la stratégie syndicale qui est la vôtre en la matière ? Merci. Merci, monsieur le député. Donc, je vous donne la parole pour les réponses à ces 13 questions individuelles. On va faire des tirs groupés, je crois, pour les réponses. Il y a eu plusieurs questions sur les accords de libre-échange. Donc, la position de la Confédération paysanne est claire. Du coup, on ne pourra pas avoir de la souveraineté ici et de la souveraineté ailleurs tant que l'agriculture servira de monnaie dans les accords de libre-échange. Donc, nous sommes opposés aux accords de libre-échange qui menacent les agriculteurs chez nous, les agriculteurs ailleurs. Les clauses miroirs ne permettent pas de protéger vraiment notre agriculture. Du coup, effectivement, on va peut-être pouvoir se protéger de concurrence déloyale sur l'utilisation de certains pesticides, par exemple. Mais par contre, ça n'a aucun effet sur le coût du travail. Ça n'a aucun effet sur les différences de potentiel de production d'une région à l'autre, qui donc sont des facteurs de concurrence entre nous. Donc, voilà, opposés aux accords de libre-échange, et on demande à notre gouvernement de protéger l'agriculture en refusant de signer des accords de libre-échange. Par rapport à tout ce qui concerne le bio, la question de transition agroécologique, là aussi j'essaye de regrouper un petit peu. Il est évident qu'il faut revoir la PAC. La PAC, c'est d'abord, on l'a bien vu, la concentration des fermes. Plus vous avez d'hectares, plus vous touchez de primes. Donc à un moment, on a vu la limite du système. On va perdre plus de 100 000 agriculteurs d'ici 2035. On va être quelque chose comme 250 000 agriculteurs en 2035. Je ne sais pas si vous voyez l'érosion. C'est ma tranche d'âge qui part à la retraite. Ma tranche d'âge, c'est celles qui sont éleveurs, c'est celles qui sont maraîchers, c'est celles qui sont souvent sur des agricultures diversifiées. Je peux vous dire, les étables vont se vider, les bâtiments d'élevage vont se vider, parce qu'effectivement, et ça a été dit par rapport au travail que ne fait pas toujours la SAFER, on voit encore des situations aberrantes où on a privilégié un agrandissement à une installation parce qu'on ne fait pas confiance à la nouvelle génération d'agriculteurs qui portent un autre projet, qui travaillent en collectif parce qu'ils ont trouvé la solution. On ne travaille plus en famille maintenant, on travaille en collectif. Il faut que l'agriculteur ne soit pas isolé, il n'y a que de cette façon qui s'en sortira. Donc là aussi, il faut penser que sociétalement, les aspirations des nouvelles générations d'agriculture n'ont pas du tout la même vision de ce que nous, enfin moi personnellement, j'ai vécu en faisant 40 ans d'agriculture. Corvéable à merci, le soin aux animaux, pas de vacances, même pas des congés maternité. Donc on a tout assumé et il faut repenser effectivement l'accompagnement des nouvelles générations sur plus de social aussi. Ils doivent bénéficier de temps de repos, ils doivent bénéficier d'arrêt maladie, d'accidents du travail rémunérés, parce que tout ça, ce sont des freins à l'installation, on n'en a pas trop parlé, mais la question sociale est essentielle, et notamment aussi sur la question de revalorisation des retraites. Pour ce qui est effectivement du bio, du marché, non, le bio, c'est pas un marché de niche. Le bio, c'est aussi l'avenir par l'accompagnement de la transition écologique, de la préservation des sols et de ressources. Parce qu'effectivement, bien sûr que globalement, on produit moins en quantité, mais en même temps, on n'apporte pas tous les effets. On a parlé de la question de l'eau, la répartition de l'eau. Plus vous allez développer des cultures dédiées maintenant aux méthaniseurs. Il faut savoir qu'on met du maïs dans les méthaniseurs. Rien que dans le Gers, on a 40 projets de méthaniseurs. On se demande où on va les faire. Et on n'a plus d'éleveurs. On n'a plus que 50 éleveurs laitiers dans le Gers. Donc, ce n'est pas les effluents d'élevage. On n'a pas de porcherie industrielle dans le Gers. Ce n'est pas les effluents d'élevage qui vont alimenter les méthaniseurs. Donc là, on met bien en concurrence la vocation énergétique de la vocation agricole. Et sur la question du foncier, ça se retrouve aussi. J'ai encore entendu de responsables de l'interprofession volaille dire demain, on n'a plus d'éleveurs qui veulent effectivement mettre
des bâtiments d'élevage, parce que jusque-là, ils mettaient du photovoltaïque sur les bâtiments, mais maintenant, ça ne vaut pas le coup. Avec une loi sur l'agrovoltaïsme, ils préfèrent mettre directement du photovoltaïque au sol, et ils n'auront pas besoin de soigner des poulets matin et soir, et faire la corvée de l'enlèvement des volailles, et le lien, et le prix, puisque la rémunération de la volaille, elle est trop faible. Et c'est pour ça que vous n'avez pas d'élevage en France qui se développe, quel que soit le modèle de production, puisque toute la filière, même sur les œufs, on n'a plus l'autonomie, et on manque d'œufs de qualité, et d'œufs au sol et d'œufs en cage. On manque dans la filière œufs sur tous les marchés segmentés. On manque de production d'œufs. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas rémunéré. On revient toujours au même point. Et pourquoi ? Parce que sur l'œuf, sur la production de volaille, vous n'avez pas de PAC. Il n'y a pas de PAC. Moi, j'ai été 30 ans agricultrice sans terre, hein, quasiment. Je faisais du maraîchage et de la volaille. Je n'avais pas une prime PAC. Ma déclaration, c'était 0. Le jour où mon père me lâche un fermage, d'un seul coup, je me retrouve avec 25 000 euros. Puis j'ai une aide au maintien bio où je prends 15 000 euros. Puis on me l'enlève quelques années après. Et voilà, nous, on ne peut pas faire le yo-yo comme ça. L'agriculture, il a besoin d'un projet à long terme. Et ce projet, il part par sauver la ressource, l'eau, le sol vivant, mais bien sûr, sol vivant. Pourquoi les rendements baissent actuellement ? Parce qu'on a un problème de sols qui sont devenus totalement improductifs. Et ce n'est pas en faisant le sol comme un support qu'on va trouver des solutions. Tout nous rattrape. Donc il y a urgence. C'est pour ça qu'on dit que là, la PAC, il faut continuer à négocier, continuer à faire évoluer, et surtout par le maintien de beaucoup de paysans. Penser qu'on serait 250 000 en 2030, c'est penser que l'Isère, les zones de pastoralisme, les zones de montagne qui n'ont plus l'activité neige, mais on a tout un pan de la France qui va être une friche, ni plus ni moins, parce qu'on ne fera pas non plus dans les coteaux du Gers du photovoltaïque sur des pentes, c'est bien mieux sur du plat. Donc voilà une réflexion qui doit être bien globale et qui fait qu'effectivement, pour rejoindre ce qu'a dit M. Chassaigne, effectivement, on doit pouvoir discuter. Mais ce n'est pas quand il y a la pelleteuse dans le champ, parce qu'il y a quand même des associations qui ont discuté. Je pense à l'autoroute, ce qui se passe. On voit quand même des projets qui sont contre nature, c'est une évidence, et qui n'ont plus d'intérêt même économique, et qui ne vivent que d'argent public, parce que beaucoup de projets, on le voit dans la méthanisation, si on coupe l'argent public, et là, vous devez être attentif, cet argent public, il ne doit pas être dévoyé. Et sur la PAC, je vous ai cité la coriandre, il a été dévoyé 50 millions d'euros sur la seule région Occitanie, sur une culture de non-production. Non-production, on finance de la non-production quand des éleveurs vont crever. Voilà des choses qu'il faut repenser aussi. Donc là, il y a une approche qui est vraiment globale où effectivement, on pourrait penser à une unité nationale sur un vrai projet. Mais nous, les paysans, on a besoin d'un projet. À un moment, on nous dit agriculture industrielle, on nous a opposé à l'agriculture paysanne, mais l'agriculture industrielle, elle est au bout du rouleau. Elle n'installe plus, on l'a vu. Notre agriculture paysanne, elle installe. Nous faisons 30% des installations dans le Gers sur des projets agroécologiques. Je vais répondre vite fait à quelques autres interrogations. Donc le RSA, effectivement, c'est pas par plaisir que du coup les agriculteurs demandent le RSA. C'est vraiment qu'ils se retrouvent du fait des conditions qu'ils ne contrôlent pas, dans des difficultés financières qui font qu'ils ont besoin d'un RSA pour subvenir à leurs besoins élémentaires. Et donc, ça ne les empêche pas de devoir continuer à travailler sur leur ferme pour pouvoir envisager d'améliorer leur situation. Et c'est complètement incompatible avec l'obligation de faire des heures de travail pour pouvoir bénéficier de ce RSA. Donc, c'est quelque chose qu'on dénonce et qui ne va pas du tout. Pour l'eau, effectivement, il y a des tensions dans les territoires, c'est indéniable. Et nous, ce qu'on demande depuis longtemps, c'est qu'il y ait un moratoire sur la construction des bassines pour qu'on réfléchisse ensemble, collectivement, à quelle agriculture on veut, quelles sont les priorités, comment les fermes peuvent poursuivre leur activité, du coup, en utilisant au mieux l'eau. Et du coup, ça doit être une question qu'on réfléchit ensemble. Et c'est pour ça que nous demandons un moratoire qui nous permette de prendre ce temps-là de façon apaisée. Sur le calendrier de la loi foncière, bon, effectivement, nous on avait poussé des mesures foncières dans la LOA parce qu'on sentait bien que si la LOA passait, du coup, la prochaine loi concernant l'agriculture serait repoussée au calendrier grec et du coup, nous, on ne peut plus se permettre d'attendre ces délais-là. S'il y a un calendrier défini qui nous impose une loi foncière rapidement, c'est quand même certainement la meilleure façon qu'il y ait une loi qui soit spécifiquement dédiée à ça.
Mais voilà, c'est des questions de stratégie un petit peu. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions que vous avez posées. Et on vous remercie pour avoir pris le temps de nous écouter. Et on espère que vous porterez du coup des lois qui seront dans le sens de l'intérêt général. Voilà, merci beaucoup. Merci.